Alors, bienvenue dans cette soirée. Je l'ai appelée Nourrir son âme, cette conférence. Les 3 ingrédients essentiels. Et donc, je suis très heureux de vous présenter mon travail et une partie de ma vision. C'est une vision que je cultive depuis plusieurs années, que j'ai approfondie, que j'ai eu la chance d'approfondir auprès d'un enseignement qui m'a transformé. Et ce soir, je viens vous en livrer quelques aspects. Donc, mon but pour cette soirée passée ensemble, c'est de vous proposer une vision. Et elle ne s'oppose pas aux autres visions. Elle est vraiment en complément et moi, j'aime beaucoup cette pensée, cette idée que les soufis ont développée, qui disent que pour comprendre la vérité, on a besoin de prendre 12 points de vue différents, comme 12 points autour d'un cercle, pour comprendre vraiment ce dont il s'agit. Vous connaissez peut-être tous cette histoire de l'éléphant, où les sages, pas les sages plutôt, des personnes disent: «Ah, mais ce que je touche là, c'est rugueux», et puis d'autres: «Ah, mais c'est grand», et puis un autre encore: «Ah, mais c'est tout mouillé». Et ben, ils décrivent tous en fait l'éléphant. Donc pour décrire quelque chose, on a besoin d'avoir des points de vue différents et qui parfois on se dit: «C'est opposé». Eh ben non, en fait, peut-être pas. Donc ce que je vous propose, c'est une vision, c'est la mienne, il y a rien à croire et je vous propose simplement un point de vue, mais pour qu'il fasse un effet chez vous, ce point de vue, justement, il ne doit pas être cru, il doit être réfléchi par vous-même. Il doit servir de point de base, de point de référence pour entamer une réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, eh bien, il va s'inscrire en vous comme quelque chose de superficiel et puis ça va passer comme, peut-être, d'autres choses. Donc la proposition, c'est vraiment de réfléchir par vous-même tout ce que je vais vous dire. Et si ça vous convient, tant mieux, approfondissez-le. Et si ça vous convient pas, laissez-le passer. Et c'est très bien comme ça. Donc, on va tenter ce soir de comprendre tous ensemble comment nourrir son âme. Alors, il y aura deux parties à la conférence. La première, je vais essayer de la donner sans trop d'interruptions. Et puis, je vous proposerai quand même d'interagir avec le chat. Et je vous poserai des questions et puis vous pourrez y répondre tranquillement dans le chat sans allumer les micros de préférence. Et puis à la fin, il y aura un temps d'échange un peu plus informel où on pourra discuter de vive voix, poser des questions et que vous pourrez approfondir simplement ou que vous me partagez ce qui vous a touché le plus. Donc, je vous propose de commencer par ce que j'ai commencé à faire avec les personnes qui étaient là à 20h pile, c'est un petit moment de centrage, un petit moment de retour à soi. Et un petit moment où on peut créer un espace de calme. Et on sait que c'est plus facile en fermant les yeux. Vous pouvez les garder ouverts aussi si vous préférez, chacun fait comme il veut. Et je vous propose de prendre conscience de votre respiration, de détendre cette respiration, de la laisser s'approfondir naturellement, sans lui imposer un rythme, simplement la laissant libre et naturelle. Je vous propose de créer un espace en soi-même d'accueil, d'accueil pour ces connaissances qui sont extraordinaires. Un espace de conscience en soi qui puisse accueillir ce qui est différent de ma vie ordinaire et quotidienne. Des connaissances spirituelles qui nous ont été transmises depuis le début des temps et qui sont actualisées à toutes les époques par des sages. Et ce soir, nous pouvons entendre un aspect de ces connaissances de sagesse. Et je vous propose pour cela d'entrer ensemble dans un espace de conscience commun, dans une âme commune, où bien plus que des informations pourront résonner des énergies, des esprits que nous allons inviter, des esprits bienveillants, qui peuvent nous aider à faire de cet espace un champ de force réellement extraordinaire. Je me relie personnellement à celui qui m'a tout enseigné,
Selim Aïssel, qui a été mon maître, qui est toujours mon maître. Je me relie à vous et nous pouvons tous nous relier en posant simplement l'intention d'être ensemble dans la présence, dans cet espace commun, dans cette âme commune, au-delà de l'espace et du temps pour ceux qui nous écoutent en replay. Nous pouvons poser l'intention d'être réunis ensemble. Pour cela, nous pouvons être présents à notre respiration, à notre corps, dans un accueil chaleureux de ce qui est, dans une détente tranquille, et pourtant avec l'esprit bien éveillé. On peut sentir déjà cet espace qui se modifie autour de soi, cette conscience qui s'ouvre, cette énergie qui étille peut-être en soi ou à l'extérieur. Chacun ressent ça à sa manière. Et on peut encore exprimer une pensée de gratitude pour le destin qui nous réunit ici, maintenant. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux et retrouver contact avec la réalité qui nous entoure. Je vais basculer sur un partage d'écran pour vous montrer un petit diapo que j'ai fait notamment pour la première partie. Alors, je partage l'écran. Super, vous voyez mon écran normalement. Voilà. Je vais quand même vérifier avant de démarrer le diapo que vous voyez bien mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Vous pouvez me le dire dans le chat? Ok, super. Alors c'est parti. Donc, nourrir son âme, les 3 ingrédients essentiels. Donc pour comprendre cela, pour comprendre qui est cet être humain, qui est cette âme surtout, qui veut être nourrie, qui a besoin d'être nourrie, je pense que vous raisonnez à cette notion si vous êtes ici, il faut déjà comprendre l'être humain, la base. Et donc, qu'est-ce qu'un être humain de mon point de vue? Alors, évidemment, comme je disais au début, on peut avoir de multiples définitions et chacun peut raisonner à celle que je vais proposer, sans écarter, bien sûr, celle qu'il aura établie pour lui-même. Donc, un être humain, pour moi, de mon point de vue, c'est d'abord un esprit qui vit dans le monde spirituel et qui est descendu dans un corps physique pour vivre une expérience terrestre. On appelle ça une incarnation. Donc cet esprit descend dans le corps et au milieu, on trouve l'âme. L'âme, pour moi en tout cas, elle est cet espace qui accueille l'esprit ou qui accueille le corps. Elle est vraiment ce lieu, ce champ de relation entre soit l'esprit, soit le corps, entre les autres êtres aussi, entre tout ce qui va pouvoir se présenter à ma conscience en fait. L'âme, elle est vraiment ce champ d'accueil. Pour faire très simple, on va dire que l'âme, elle accueille ces 2 pôles opposés, apparemment l'esprit et la matière du corps, et elle les réunit en elle. Et dans mon âme, je vais choisir de plutôt vivre par les impulsions de mon esprit ou par les instincts de mon corps, par exemple. Donc voilà, l'âme, elle fait le choix, quelque part, de quelles influences elle décide de suivre. Elle est neutre en elle-même, elle accueille simplement ce qui est là. Excuse-moi, je parle du nez, je me rends compte, c'est que je suis encore enrhumé, ça s'entend, mais bon, c'est comme ça.
Donc, je vous propose d'étudier ensemble cet être humain à partir de cette vision tripartite. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir vérifier les choses, pouvoir les comprendre, pouvoir les vérifier et que ce ne soit pas simplement des idées abstraites que chacun pourra croire ou pas croire, peu importe, et plutôt quelque chose que chacun puisse sentir comme étant tangible. Donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier plutôt le corps. Le corps, ça, c'est quand même simple à vérifier. Donc, qu'est-ce qu'un corps physique, d'après moi? Donc, le corps, il est composé de 3 centres. On a le corps physique avec... Ah, j'ai entendu un bloop. Est-ce que je reviens sur le chat? Est-ce que vous êtes bien là? Ah, je ne vous vois pas. On vous voit pas. On voit pas votre diaporama. Ah bah zut alors. Ah bah zut alors. Alors, attendez. Merci de l'avoir signalé. C'est la main qui a permis que ça fasse un petit bloop. Donc, ah, vous voyez ce que je partage, mais pas le diaporama. Ah bon? Ok. Alors, je réessaye autrement. Partager cet écran. Là, est-ce que vous voyez maintenant si je lance pas le diaporama, si simplement je le mets comme ça? Ça dit oui. Ok. Bon, du coup, dommage, vous n'aurez pas les effets qui font qu'on comprend les choses au fur et à mesure. Vous allez avoir tout d'un bloc. Mais c'est pas grave. Donc, l'être humain est ce corps physique composé de ces 3 centres. Donc, nous trouvons d'abord, vous voyez la souris aussi, j'imagine, je vais faire comme ça alors. Nous trouvons d'abord le centre physique qui est composé de 3 sous-centres. Qu'on voit ici, le centre moteur, le centre instinctif et le centre sexuel. Donc, on va commencer par exemple par le centre instinctif. C'est le lieu de tous les instincts, tous les mouvements qui sont internes à l'être humain. Par exemple, les mouvements plutôt inconscients et innés. Vous voyez, par exemple, la digestion, la respiration, le flux sanguin, les humeurs, ce dont on n'a pas conscience en général d'ailleurs. Ce sont liés aux instincts, ce sont les mouvements instinctifs. Et en approfondissant, on comprend qu'il y a même beaucoup plus d'instincts qui sont la faim ou la peur, des choses comme ça, qui sont moins liées au mouvement physique, mais plus des mouvements peut-être un peu plus subtils. On trouve ensuite le centre moteur. Ah oui, ça bouge tout. Le centre moteur. Donc le centre moteur, à la différence du centre instinctif, c'est tous les mouvements qui ont été acquis au cours de l'éducation de l'être humain, au cours de son évolution. Il a appris à marcher, il a appris à parler, à chanter, à danser. Et ça s'inscrit dans son centre moteur. Tous les mouvements qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui le met en lien avec le monde extérieur, évidemment. Et ensuite, pour faire court, donc, nous trouvons le centre sexuel ici, qui est le centre qui est comme le dépositaire de toutes les énergies. Toutes les énergies de vie de l'être humain viennent s'inscrire dans ce centre sexuel et sont après redispatchées, redistribuées dans les différents centres pour les différents besoins. Voilà, grosso modo, le centre physique. Après, nous avons le centre émotionnel. Le centre émotionnel, situé dans la région du cœur, c'est donc le lieu des émotions, des ressentis, et au niveau supérieur, le lieu de l'amour, bien sûr, et des grands sentiments. Et ce centre, on peut comprendre il est situé dans la poitrine, et ça nous donne un indice un peu sur sa fonction. Par exemple, en lien avec la respiration. Vous voyez, la respiration, quand je respire, je prends l'air intérieur, je prends l'air extérieur, je l'inspire à l'intérieur, je le métabolise un peu, et puis je l'expire à l'extérieur. Et c'est le lieu de la relation entre le monde intérieur et le monde extérieur, cette respiration, qui est un peu le symbole de notre centre émotionnel. Ensuite, nous trouvons le centre intellectuel. Le centre intellectuel qui est le siège, lui, de la pensée, des raisonnements, des calculs, la réflexion, et à un niveau supérieur, plutôt l'intuition, la sagesse, la connaissance,
Et ce centre, il cherche à comprendre soi-même, les autres et le monde. Donc on peut dire que le centre intellectuel, il cherche à comprendre, à connaître, le centre émotionnel à être en lien, à ressentir, et le centre physique, plutôt, on va dire, à agir. Il est dans le mouvement, dans l'action. Voilà. J'espère que ça c'est clair et que chacun peut raisonner à cette vision assez simple, mais pourtant qui déjà peut éveiller quelques prises de conscience, je pense. Et donc on peut mettre en lien ces 3 centres avec les 3 cerveaux. Vous savez les 3 parties du cerveau, on appelle ça le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Donc je pense que vous trouverez de manière assez évidente que le centre physique, lié aux instincts, lié au mouvement sexuel et lié au mouvement plutôt moteur, c'est représenté dans le cerveau, dans le centre reptilien, dans le cerveau reptilien. Le centre émotionnel, il correspond au cerveau limbique, c'est le lieu des émotions, et le centre intellectuel au cerveau le plus récent qui a été développé dans l'évolution, le néocortex. Donc voilà, cette cartographie, elle est simple, mais elle nous permet de comprendre déjà un premier élément assez fondamental, c'est que l'esprit, on parlait tout à l'heure de l'esprit qui s'incarne dans un corps physique. L'esprit qui vit plutôt dans le monde de l'absolu, dans le monde du divin, dans le monde de l'unité et de la non-division, eh bien, il s'incarne dans un corps qui est immédiatement obligé de s'adapter à cette division. Elle est déjà en 3 parties, la première division. Et en plus, on peut complexifier un peu en comprenant que chaque centre est beaucoup plus complexe que ce dont on parle. Il a des pôles positifs, négatifs, et chaque centre contient en lui-même aussi les autres. Mais en tout cas, voilà. Déjà, on peut comprendre que l'esprit il est confronté à une première source de division. Et ça, c'est important de le comprendre pour s'observer, pour un peu mieux se connaître. Je ne vis pas dans l'unité là tout de suite quand je suis incarné. Je vis peut-être à travers un esprit qui vit dans l'unité, mais mon expérience terrestre, bah elle est celle de la fragmentation et de la division. Donc on va voir comment faire avec ça. Et donc j'avais envie de vous partager un exemple. Hop, je reviens pour qu'on me voit, ça sera plus sympa. Alors là, on me voit en infini, mais bon, heu, je vais faire comme ça. Voilà. Et donc j'avais envie de vous partager un exemple qui peut parler et qui peut un peu vous illustrer cette division de l'être humain. Quand j'écrivais cette conférence, c'était cet été et il faisait un grand soleil dehors. Et donc moi j'essayais de me concentrer, d'écrire, de mettre sur le papier tout ce que j'avais envie de vous transmettre. Et donc ça, c'était mon centre intellectuel qui était très motivé et qui avait très envie de transmettre toutes ces précieuses connaissances pour moi. Et par contre, mon centre émotionnel, bah, lui, il ressentait autre chose. Il ressentait la peur parce que je me projetais déjà dans la conférence, j'avais un peu le trac, j'en ai vraiment pas fait souvent des conférences, c'est la première aussi longue et surtout dans ce format, par internet. Donc j'avais le trac, je ressentais ça, j'avais un peu la peur. Et puis dans mon centre physique, bah, là, il se passait encore tout à fait autre chose. J'avais simplement envie d'aller, au soleil, me prélasser ou marcher, en tout cas être au soleil dehors. Et ça, cet exemple, il est assez marquant et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais le redonner, quand je ferai la conférence». Il est assez marquant d'état de l'être humain. Est-ce que ça vous parle ça, de vous sentir parfois un peu divisé, fragmenté, de penser une chose, de ressentir une autre et d'agir encore, des fois différemment? Et donc vous voyez, ça s'explique, simplement dans la constitution de l'être humain. C'est normal, en fait. Donc, peut-être que ça peut vous rassurer. Alors plus maintenant, oui, je vois. Oui, plus maintenant, exactement. Peut-être le plus, il veut dire qu'il y a eu un travail de fait. Mais l'état de base, c'est comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus ça? Bah, ça, c'est le chemin et qui nous amène vers un chemin d'évolution pour retrouver cette unité, pour la vivre quand même, évidemment. C'est pas un constat où non, non, on peut plus vivre, heureux, quoi, en étant sur terre. C'est pas ça que je dis. Mais l'état de base, il faut le connaître. Voilà. Et donc oui, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'était de vous reconnaître un petit peu dans ce schéma. De vous situer là-dedans. Donc je vais remettre le partage d'écran pour que ça soit plus clair. Alors, vous me voyez bien là toujours, oui? Oui. OK, merci. Merci pour la petite réponse, ça me permet de situer.
Donc, nous avons le corps et ses 3 centres et je vais développer un petit peu pour que vous puissiez vous reconnaître et surtout savoir quel est le centre prédominant chez vous, de base et et savoir en gros comment vous fonctionnez, vous réellement, comment vous avez été fabriqué, comment vous fonctionnez. Chacun fonctionne différemment. Il y en a qui seront peut-être un peu plus intellectuels, d'autres émotionnels, d'autres physiques, de prime abord, comme ça. Et après, il y a un deuxième centre actif, puis après un troisième. C'est important, c'est intéressant pour la connaissance de soi, de savoir comment est-ce que je fonctionne à ce niveau-là. Donc je vais un peu mieux vous les décrire pour que vous raisonniez à cela. Alors normalement ça apparaît tranquillement, pour que j'ai le temps de dire en même temps, mais bon, ça apparaît comme ça. Donc je vais vous les décrire un peu plus dans le détail pour que vous puissiez, raisonner à ça et peut-être vous reconnaître. Trouver l'idée là tout de suite, c'est que vous trouviez quel est le centre dominant dans votre vie. Donc, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de physique? Est-ce que ce qui compte dans votre vie comme ça, c'est plutôt le confort physique, satisfaire le plaisir de vos sens? Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle peut-être un épicurien qui cherche, heu, qui cherche ce plaisir, ces sensations physiques qui vont lui amener, une sensation d'être vivant à travers le corps physique? Est-ce que par exemple, j'aime bien cet exemple du voyage, quand vous partez en voyage, la première chose qui compte quand vous arrivez dans votre nouveau lieu, c'est de tester la qualité du matelas, votre oreiller, vo tout ce qui a trait au confort quoi du corps. Est-ce que quand vous allez manger le soir au restaurant, vous projetez déjà dans les plats qui vont arriver? Voilà, vous êtes animé par cette, faim, par ce plaisir du corps, en gros. Ou en tout cas, par le sentiment de se sentir vivant à travers le corps, en premier lieu. Hem Et encore, on peut dire, oui, le fait de bouger, de l'avoir envie d'agir, l'avoir envie d'être dans l'action, ça aussi, ça caractérise un peu la personne qui est mue par son corps physique d'abord, par son centre physique. Et donc, il y a rien de supérieur qu'on soit animé d'abord par son corps, par son centre physique, son centre émotionnel ou son centre intellectuel. Les 3 se valent complètement, hein. Vraiment, c'est intéressant de s'observer là-dedans, mais il y a aucune, comparaison à faire. Les 3 sont tels quels et c'est pas ça qui va faire quelqu'un qu'il est plus ou moins évolué. On verra après. C'est qu'est-ce qui fait de cet état de fait, de départ, qu'est-ce qu'il en fait? C'est ça, où se situe l'évolution. Mais c'est pas d'être physique, émotionnel ou intellectuel. L'important, c'est de se reconnaître là, de voir qui je suis. Ou alors peut-être est-ce que vous êtes plus émotionnel? Est-ce que ce qui vous importe plutôt, quand vous partez en voyage, c'est par exemple, qu'est-ce que vous allez voir comme décor en arrivant dans votre chambre? Ou est-ce qu'elle est bien décorée? Ou est-ce que vous avez une belle vue? Surtout la vue, ça va vous faire sentir des émotions. Est-ce que vous allez chercher à avoir des beaux souvenirs, des choses qui vont vous marquer émotionnellement, heu, ou le partage encore avec d'autres? Le centre émotionnel, il est évidemment ce que je ce que j'écrivais là, ressentir les liens, il est évidemment cette mise en lien, cette recherche de la profondeur même dans les liens avec les uns et les autres, l'envie de s'immerger dans la culture pour ressentir ce que vivent les autres, ressentir ce que vivent les gens émotionnellement, se mettre à leur place, ou alors vous êtes quelqu'un de très empathique peut-être, qui aimait, les discussions profondes et ressentir un petit peu, qu'est-ce qu'il se vit dans l'âme de l'autre. Voilà un peu pour, le lien émotionnel. Ou peut-être êtes-vous plus intellectuel, quelqu'un qui cherche à comprendre les choses, quelqu'un qui cherche à connaître, par exemple, quand vous partez en voyage, vous cherchez à connaître l'histoire de ce pays, l'histoire de cette culture. Au lieu de ressentir la culture émotionnellement en vous mettant à leur place, vous allez chercher à comprendre, mais qu'est qu'est qu'est-ce qui fait que ces gens pensent comme ça? Qu'est-ce qui fait que ces gens agissent comme ça? Et vous allez chercher, élaborer des théories, vous faire des réflexions, parler beaucoup, à la recherche d'informations, en fait, qui vont venir, vous amener du contenu intellectuel et vous permettre d'échafauder une compréhension de ce qui est en train de se passer là. Et donc, on est souvent aussi dans la théorie, on peut dire, dans la théorie ou dans la recherche de connaissances. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui aimait chercher des connaissances, à travers des vidéos, à travers, des livres, voilà.
un peu pour se reconnaître. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que chacun a une idée un petit peu de là où il en est? De là où est-ce qu'il peut se situer? Est-ce que ça vous dit de partager ça dans le chat? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt d'émotionnel, d'intellectuel, de physique? Voilà, je vous propose de partager ça pour qu'on voit un peu qui est là. Et ça me laisse le temps de boire comme ça. Ah, il y a quelqu'un qui a compris l'exercice tout de suite. Émotionnel, ensuite intellectuel, ensuite physique. Exactement, c'est ça la suite que j'allais vous proposer. C'est de creuser un petit peu plus. D'abord trouver son centre dominant, puis le second, puis le troisième. Alors les trois ensemble, à moins que vous soyez quelqu'un de très évolué qui a cheminé depuis de longues années pour équilibrer, harmoniser ces trois centres, parce que c'est ça le but du chemin, eh bien, on arrive à quelque chose de plus harmonieux, évidemment. Mais de prime abord, c'est pas le cas. Il faut mieux s'observer. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il faut mieux s'observer comment vous agissez dans votre vie et qu'est-ce qui est réactif en premier lieu. Qu'est-ce qui est le plus important. Donc la clé, là, c'est vraiment de mieux s'observer. Donc on a pas mal d'émotionnel en premier lieu, physique, émotionnel, mais il n'y a pas beaucoup d'intellectuels ce soir-là. Ah oui, bon, bah tant mieux alors. Peut-être qu'ils me poseront pas de questions qui vont me mettre dans la difficulté. Je suis pas un intellectuel, moi je pense pas. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être toujours à la recherche, d'être toujours curieux de comment est-ce que je vis, comment est-ce que je me ressens, comment est-ce que je réagis. Et c'est pas quelque chose de figé, hein. Je suis physique comme ci, comme ça, émotionnel, intellectuel. C'est toujours un mouvement et c'est surtout un point de départ pour quelque chose de beaucoup plus important qu'on va découvrir ce soir. C'est pour un point de départ pour s'observer et pour se connaître en direct. Vous voyez, c'est pas justement, c'est pas une théorie psychologique là que je vous propose. C'est un support d'observation directe de soi-même. C'est un support de connaissance de soi qui coupe la route à toutes les théories et qui vient vous permettre de vous connaître vous-même sans livre, sans gourou, sans qui que ce soit, simplement vous, dans votre propre autonomie, dans votre propre liberté, vous vous observez et vous découvrez petit à petit qui vous êtes. Et ça, c'est un processus vivant et qui se fait avec le temps. Au début, je vais croire que je suis ceci, puis cela, et puis en fait, je vais découvrir que la réalité est un peu plus subtile et un peu plus fine que ça. Donc c'est vraiment une proposition d'entamer un chemin de connaissance de soi à travers une grille de lecture très simple, et on pourrait en choisir d'autres, mais celle-là me semble vraiment universelle et très intéressante à étudier parce qu'elle est très profonde si vraiment on s'y intéresse. Et vous allez voir les liens qu'on peut faire avec ça d'ailleurs ce soir, avec cette base-là. Euh, voilà. Donc, euh, donc oui, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, là, ce que j'ai envie de vous passer comme message, c'est que personne d'autre que vous-même ne peut vous dire qui vous êtes. Personne ne peut vous donner la vérité de qu'est-ce que vous êtes. Il n'y a que vous à travers votre propre observation. Et vous ne le trouverez nulle part, ni dans un livre qui vous dira vous êtes des êtres comme ceci, comme cela. Ça n'a aucune valeur, ça. Ce qui a de la valeur, c'est votre propre observation qui va vous révéler à qui vous êtes. Mon credo, c'est de ne pas croire, de ne rien croire, de tout vérifier par soi-même. Et pour ce qui est de la connaissance de soi, c'est la chose la plus importante, la plus essentielle, de ne pas commencer à croire ce que les autres disent qu'un être humain est. C'est tout vérifier, de prendre tout comme des hypothèses peut-être, mais de les vérifier par soi-même. Et donc ça, comment ça se fait? C'est de développer l'observation de soi. Ça, c'est la clé, vraiment, s'il y avait une clé à retenir pour cette première partie, c'est celle-là. C'est devenir l'observateur, la conscience qui regarde qui je suis. Il y a ce que je fais, ce que je suis dans la vie quotidienne, et celui qui est un peu en retrait, qui est bien souvent endormi, on appelle ça endormi en spiritualité, c'est cet observateur, cet être, cette essence spirituelle qui attend que je me réveille. Et qu'est-ce que c'est le réveil? C'est commencer à voir clair, à voir ce qui est, simplement. Et ce qui est, ça se déroule devant moi à chaque instant, et je ne peux pas le voir si je suis identifié à ce que je fais, si je suis identifié à ce que je vous dis. Si là, je ne suis pas en train de m'observer en même temps que je vous parle,
je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment je fonctionne, je ne sais pas ce qui agit en moi. Ce qui est intéressant, c'est de faire naître l'observateur en vous, l'observatrice, peu importe. Voilà la proposition et ce que je voulais vous apporter, c'était la prise de conscience que personne, je le répète, hein, mais personne ne peut vous dire qui vous êtes et c'est à travers cet exercice des 3 centres qu'on peut se rendre compte de ça. Mais cet exercice, il a un autre effet très intéressant, c'est quand on commence à un peu se connaître, on commence aussi à connaître le fonctionnement des autres et ça amène la compréhension et du coup, beaucoup d'empathie qui va naître de ça. Et par exemple, dans les couples, je trouve que c'est un exercice vraiment de base à faire parce que des fois, il y a des canaux qui sont des canaux de discussion, des canaux d'importance qui ne sont pas câblés du tout de la même manière. Si vous mettez un émotionnel avec une physique, ce qui va être important pour l'une ne sera pas important pour l'autre. Et ils vont des fois passer à côté, pas se comprendre, et ça serait une source de conflit. Donc c'est important de comprendre soi pour mieux comprendre l'autre. Et si on fait cet exercice à deux, bah, là, je trouve que c'est très beau et c'est ce que je vous recommande de faire si ça vous intéresse dans les couples ou dans les relations d'amitié proches pour voir un petit peu comment, comment est-ce qu'on peut recréer du lien là où apparemment bah, il n'y en a pas. Là où moi, ce qui est important pour moi, c'est de bien dormir dans un bon lit confortable et pour toi, bah, quand on arrive dans un lieu, c'est d'avoir une belle vue. Moi, je connais cette situation, on est parti récemment en vacances et on n'avait pas les mêmes envies sur nos choix de lieu, on était en itinérance. Voilà, c'est à comprendre comment chacun fonctionne et pouvoir s'harmoniser à partir de cette compréhension, cette écoute. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de quelle peut être cette première nourriture essentielle de l'être humain? Peut-être vous l'avez vu quand j'ai mis le diapo, on le voit rapidement en petit. Est-ce que vous avez une idée de quelle est cette première nourriture essentielle que nous apporte en fait cette observation de soi, que nous apporte ce décalage entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense et qui je suis en réalité? L'apprentissage. Oui, 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 ça fait partie. C'est quelque chose, de constant dans la vie et qui fait partie, mais c'est pas là où je veux en venir. Le jeûne, bah, alors je sais pas pourquoi est-ce que vous me parlez du jeûne, mais bienvenue, oui, oui. Le jeûne fait du bien, c'est sûr. La connaissance. Alors oui, Valérie, tout à fait, la découverte, ben, on est là-dedans. Donc c'est la découverte de la connaissance, c'est ça. Et donc la première clé pour nourrir son âme, c'est la vérité. C'est cet élément, ce principe de vérité. Et quand je parle de la vérité, je ne parle pas de la vérité relative du centre intellectuel, hein, qui va dire, ah bah oui, c'est une chose et puis c'est pas l'autre. Euh, qui va commencer à fragmenter les éléments pour mieux les comprendre. Non, non, c'est pas de cette vérité-là que je pense où chacun a la sienne et ça mène au conflit finalement. Je parle de la vérité plutôt dans le sens spirituel du terme et qui est liée à la connaissance effectivement avec un grand C. Donc voilà la première nourriture de notre âme pour moi. La découverte, j'ai toujours mon aura de bébé. Eh ben oui, ça s'acquiert l'observation de soi et par la prise de distance avec qui je suis. Je ne peux pas me connaître si je crois ce que je pense, par exemple, voyez? Si je crois ce que je ressens, si je crois ce que je sens physiquement. Il faut que je sois celui qui observe ça. Donc, ce que je voudrais aussi vous transmettre dans cette idée, c'est que je ne peux pas me connaître tant que je suis dans l'image de qui je suis. Vous voyez comment je vis en général, je donne une image de moi-même aux autres et moi-même j'entretiens cette image, je pense être quelqu'un de particulier, qui est plutôt comme ci, comme ça, qui pense comme ci, qui a telles opinions. Je m'identifie à ça. Ça, c'est ma personnalité. C'est l'image de moi. Vous savez que personnalité vient du mot persona en latin qui veut dire masque et donc le masque, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, je ne suis pas le masque. L'idée, c'est de se démasquer, pas de détruire la personnalité, l'ego, simplement de la mettre à sa bonne place et de ne pas se prendre pour ça.
Et donc l'idée, pour ne pas se prendre pour ça, eh ben, c'est qu'il faut se prendre pour ce qu'on est réellement. Et ça naît, ce qu'on est réellement peut s'infuser dans cet observateur, dans cette qualité d'observation qui est dans l'accueil, qui est dans la bienvenue à tout ce qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui ne réfléchit pas à propos de ce qui est en train de se passer, qui ne rejette pas émotionnellement ou qui ne s'attache pas à ce qui est là, qui trouve cela simplement comme c'est. Et c'est cette qualité de l'observation de soi qui va permettre de développer cette essence que nous sommes réellement, qui est derrière le masque de la personnalité. Mais ce que je voulais vous partager plus, c'était vraiment à propos de l'image de ce que l'on est, l'image de qui je suis. Et donc, en général, on pense être quelqu'un de bien. On pense qu'on est quelqu'un qui a des valeurs, par exemple, et qui agit en fonction de ses valeurs. On pense que moi je pense que je suis plutôt bienveillant. Et l'observation de vous, elle va vous mettre en contact avec la réalité. Et vous allez voir que si vous commencez ce chemin de l'observation, eh bien, cette image, c'est pas la réalité, elle va se fissurer petit à petit. Et c'est ce que je vous souhaite pour découvrir la réalité de qui vous êtes. Alors, quand je pense être quelqu'un de bien, je pense être quelqu'un de bon, eh bien, je peux peut-être m'observer quand je suis, par exemple, en train de juger un tel, en train d'avoir une opinion négative, en train de critiquer dans mes paroles, en train de dire du mal de quelqu'un. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien? Est-ce que vous croyez que quelqu'un de bien, il se permet à des moments de de critiquer, d'être méchant, d'être mauvais, d'être incisif, et puis à d'autres d'être quelqu'un de bien. Bah non, ça c'est pas être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de bien. C'est ça la différence. Et l'observation de vous, elle va vous amener à découvrir ce pourquoi vous vous prenez et ce que vous êtes réellement. Ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Et ça, vous allez le découvrir que lorsque vous décalez un petit peu de cette personnalité. Et donc l'image de vous-même, elle vous empêche de vous connaître. C'est toujours un mensonge, il faut comprendre ça, que c'est toujours un mensonge parce que je me prends pour ce que je manifeste et surtout alors le gros piège, je voulais en venir après, mais le gros piège qui nous empêche de nous connaître, c'est la justification. C'est impossible de se connaître si je crois que je suis quelqu'un de bien et que lorsque je ne le suis pas, manifestement, eh bien je le justifie. Ça, c'est ce qui est le mensonge par excellence qui empêche la connaissance de soi et qui empêche la connaissance de toutes les autres choses. Le mensonge, c'est l'inverse de la vérité et c'est l'inverse de la connaissance. Donc, tant que je ne m'observe pas, ou tant que ce que j'observe, je le justifie, je n'avance pas, je ne peux pas évoluer vers la connaissance de moi. Et la connaissance de moi, c'est le premier pas, nous disait Aristote, vers la connaissance des mondes et des dieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc le premier pas, c'est de s'observer et de voir cette image de soi, qu'elle est toujours fausse. Ce pourquoi vous vous prenez maintenant, c'est faux. Et quel que soit ce que vous pensez de vous. Et c'est vraiment important de découvrir ça, pour celui qui veut évoluer sur ce chemin de la vérité, de découvrir ce qu'il y a derrière cette image de soi, le mensonge de la justification. Mais ça sert à rien si vous me croyez. Il faut le pratiquer, il faut l'observer, comment vous pensez dans votre tête, comment vous ressentez, comment vous agissez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bon avec certaines personnes, avec une catégorie socio-professionnelle qui vous ressemble, par exemple? Avec eux, vous vous sentez en sympathie, vous vous sentez en connivence, mais avec d'autres, là, vous les excluez. Les pauvres, les riches, les étrangers. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de racistes parmi nous, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qu'on exclut. Et ça, c'est comme ça, il s'agit de l'observer. Il s'agit d'observer qui est-ce que j'exclus. Dans ma famille, ça commence par là. Mais après, dans toutes mes relations, dans les gens que je croise, il y en a à qui je vais sourire, et puis d'autres, non. Je vais leur faire la gueule. Ah bah, est-ce que je suis pas en train de l'exclure? Est-ce que je suis quelqu'un de bon à ce moment-là, qui discrimine à qui j'offre ma bienveillance et pas aux autres? Voilà, il s'agit d'observer ça, vous voyez. C'est un début pour vous mettre en contact avec l'observateur. Et l'importance de démasquer cette image de soi, qui est toujours fausse, toujours un mensonge. Et donc, oui, ce que je voulais aussi quand même dire, c'est qu'il y a quand même une différence entre justification, la justification, qui est toujours pour se sauver la face, pour conserver l'image de moi que j'ai.
que j'ai et que je veux donner aux autres des fois. Quand je fais pas bien quelque chose, je vais, par exemple, j'arrive en retard au travail. Je vais dire ah bah non, mais je suis désolé, c'est pas de ma faute, on m'a coupé la route, et puis après il y avait des bouchons, ça s'est mal passé sur la route. Et c'est pas ma faute. Qu'est-ce que il s'en fout l'employeur. Et là, c'est pour qui que vous dites ça? C'est pour vous. C'est simplement pour conserver votre image de vous et dire que vous êtes quelqu'un de bien, qui avait tout fait pour arriver à l'heure, c'est pas votre faute. Voilà. Et il y a une différence entre l'explication qui va être pour l'autre, qui va être un cadeau à l'autre pour lui faire comprendre, bah, j'arrive en retard, je suis vraiment désolé, mais voilà, j'ai rencontré des bouchons, j'ai rencontré un accident. C'est les mêmes faits et je peux dire les mêmes choses, mais intérieurement, ça part pas du tout du même endroit. Il y en a un qui veut sauvegarder l'image de lui, garder l'image de la belle personne, qui est comme ci, comme ça, et l'autre qui est authentique, et qui veut faire un cadeau à l'autre pour lui permettre de comprendre la situation, et qui lui permet d'entrer en empathie, en résonance, et en lien avec la vérité surtout. Je ne vais pas cacher à l'autre la vérité, je lui donne accès à la vérité, et donc à cette nourriture de l'âme. Dès que je suis en train de mentir, c'est un poison, aussi bien pour moi à travers la justification, aussi bien à l'autre. Quel que soit le type de mensonge, on s'éloigne de la vérité, de ce premier principe essentiel, et donc ça dégrade l'âme, la mienne et celle de l'autre, évidemment. C'est une nourriture aussi, hein. Donc voilà, l'importance de cette vérité, d'être authentique, de dire ce qui est et de pas commencer à raconter des histoires qui vont me pourrir un petit peu et pourrir celui qui l'entend. Donc cette observation de vous, elle va vous mettre en contact avec ce qui est au-delà de l'image de vous. Elle va vous mettre en contact, dans un premier temps, avec vos ombres. Et tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous me croirez peut-être ou pas, mais peu importe, ça n'aura pas d'importance réelle, ça ne va pas vous transformer. Ce qui va vous transformer, c'est d'entrer en contact avec ce qui est négatif en vous, avec ce qui fait mal à voir, avec ce que Gurdjieff, peut-être vous connaissez, appelait l'horreur de la situation. Tant que je ne suis pas en contact avec l'horreur de la situation, je n'évolue pas. Je suis dans quelque chose de beau, de bon, c'est joli. Euh, il manque un problème, c'est qu'il manque la profondeur de la vérité de mon incarnation, de traverser ce chemin de la connaissance de soi qui commence par mes ombres. Et il ne s'agit pas de se critiquer, il ne s'agit pas de se flageller, surtout pas. Là, on s'éloigne de l'observation de soi. Rappelez-vous, l'observateur, il est neutre, il est accueillant, il constate. Il accueille et il prend conscience. Il est la connaissance de ce qui est. Mais la connaissance, elle est pas, elle rejette pas, elle critique pas les choses. Elle est simplement le témoin. Donc c'est pas parce que je veux observer du négatif que je dois devenir négatif, que je dois commencer à m'en vouloir, à me sentir coupable. Euh, la culpabilité, elle a ce problème que c'est une grande arrogance. Elle imagine que je suis meilleur que je suis. Vous voyez, la culpabilité, c'est de l'orgueil en fait. J'imagine que je suis meilleur que ce que j'observe. Donc je me sens coupable. Ben non, on peut simplement s'observer, nul comme je suis, ou pas bienveillant avec certains. Euh, Peu importe, je m'observe comme je suis. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de se sentir supérieur à ce que je suis. Ça, c'est l'image qui veut s'entretenir elle-même. Donc cette observation de nous, elle va nous mettre en contact avec nos ombres. Et nos ombres, cet enseignement que je vous transmets, il dit, il dit ceci, qu'en grande partie, les problématiques de l'être humain naissent de ces traits instinctifs, qui sont les instincts issus du corps animal, qui ont été humanisés, mais de manière partielle dans l'humanité. Et ces traits instinctifs, ils nous pourrissent la vie, en fait. Et par exemple, ils nous pourrissent la vie tant qu'ils sont inconscients et tant qu'ils agissent justement à notre place, en étant sournois, parce qu'on ne sait pas qu'on agit avec ça. Mais quand on les utilise consciemment, alors tout est bien et ils agissent à leur place. Là, on peut les mettre à leur bonne place. Il s'agit de reconnaître les choses pour pouvoir les utiliser consciemment. Mais tant qu'on ne les a pas vues, tant qu'on ne les a pas reconnues, ça nous dirige et ça, c'est pas la meilleure des situations. Donc c'est très instinctif, c'est par exemple l'avidité, qu'on peut voir dans le monde animal facilement, la paresse, la haine, la jalousie, l'orgueil, la vanité, le pan, on peut penser, tiens, pan, la vanité,
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le mensonge, heu, voilà, tous ces traits instinctifs, tant qu'ils sont inconscients, eh beh, ils nous bloquent et ils nous permettent pas d'évoluer, de les dépasser et de les utiliser correctement. Parce que cet enseignement, il dit qu'il y a rien à rejeter, il y a juste à reconnaître les choses et à les mettre à leur juste place. La paresse, il y a un moment pour se reposer. L'orgueil, on peut sentir la fierté d'avoir accompli une belle action, la fierté d'être, sur un chemin intérieur d'évolution. Mais c'est pas, quelque chose qui va me faire, naître un sentiment de supériorité par rapport aux autres et vouloir écraser les autres. C'est pas ça. On peut penser aussi à la véhémence, on peut penser au désir de dominer, la volonté de maîtriser les choses. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie de nos ombres qu'il s'agit d'observer et de reconnaître. Tant qu'on ne les a pas reconnues agissantes en soi, on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas les maîtriser. Il s'agit de maîtriser ce corps et ses instincts et et pour cela, il faut bien les voir, il faut bien les voir à l'œuvre. Et tant que je crois que je suis pur, ah bah, ça, je suis dans la belle illusion de celui qui n'a pas commencé le travail de l'observation réelle de son ombre. Mais donc c'est quelque chose d'assez ingrat au début. Mais celui qui persévère ce chemin et qui ne devient pas négatif, qui ne s'enfonce pas dans la dépression parce qu'il voit des choses qui sont plutôt, tristes à voir. Son état réel en fait, hein, qui se cache bien derrière l'image de soi. Celui qui continue ce chemin, fidèle à son aspiration, il va découvrir que quelque chose d'autre existe en lui-même. Et cette autre chose, on l'appelle l'essence spirituelle. C'est l'étincelle divine en nous, c'est ce fragment d'esprit qui ne peut pas s'incarner, dans un corps physique. Cet esprit, il est beaucoup trop grand. Vous imaginez l'absolu, une partie de cet absolu qui s'incarne dans un corps, ça brûlerait complètement le corps, ça n'est pas adapté à ce monde matériel. Par contre, un fragment s'incarne à travers l'essence spirituelle. Et alors le chemin, c'est de s'éveiller à cette essence spirituelle. D'abord, je découvre mes ombres, puis je découvre ce qu'il y a derrière, qui je suis réellement. Et ça, on y accède en pratiquant les qualités de l'observation. Les qualités de l'observateur sont très proches en réalité de cette essence spirituelle qui va pouvoir naître dans cet espace d'accueil. Et cette essence, en général, elle est masquée, elle est voilée parce qu'on est, ce qu'on appelle en spiritualité, on est identifié à ce qu'on n'est pas, à autre chose qu'elle. Ça, c'est ma véritable identité. C'est qui je suis, cette lumière. Mais je suis identifié à cette personnalité. Je suis identifié à cette image de moi. Et c'est bien dommage parce que ce qu'il y a derrière, alors dans un premier temps, il y a les ombres, mais derrière, c'est bien plus grand, bien plus beau. Et ça n'a pas besoin d'orgueil, de se faire valoir, ça n'a pas besoin de se rassurer. On a dépassé la peur, on a dépassé tout ça à ce niveau-là. Mais c'est un chemin et seule l'observation, par la connaissance de soi, nous y mène. Et donc, qu'est-ce qui est source de connaissance, d'observation de soi, d'après vous? C'est aussi un autre mot qui est la présence. Si je ne suis pas présent, si je suis ailleurs, si je suis ailleurs dans mon centre intellectuel, ailleurs dans mes émotions, ailleurs dans mon corps, je suis tiraillé dans ces 3 et je ne suis pas présent. L'idée, c'est de rassembler tout ça et de redevenir l'observateur, la présence attentive de ce qui est là maintenant. Ça, c'est le chemin le plus rapide vers la connaissance, la présence. Alors, je vais regarder, je pense que j'avais mis un petit diapo. Je regarde juste. Oui, voilà. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais ça peut aider certains d'avoir les images, donc je vais vous mettre l'image. Voilà. Vous voyez le processus. D'abord, on découvre l'image de soi, qui je me prends, puis on est quelqu'un qui est en recherche de la vérité. Et alors, il prend le moyen le plus direct, le seul moyen réel, c'est l'observation de soi. Alors, je découvre mes ombres, ce qui est là, de manière la plus proéminente, la plus prégnante.
les instincts animaux, mes conditionnements, les dogmes, les illusions, toute mon éducation, tout ce qui n'est pas moi réellement, mon essence réelle. Voilà un peu le chemin imagé. Et après, oui voilà, je voulais juste souligner ça. Ça peut être plus clair pour certains quand c'est écrit. Chemin de connaissance, d'observation et de présence. J'ai mis de soi, mais en réalité ça commence toujours par soi, ça s'étend à l'autre et ça s'étend à l'univers et au monde. Mais ça commence toujours par soi. Celui qui commence par l'univers, et c'est trop grand. Il faut commencer par ce qui est à ma portée. Alors, j'arrête ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Bah oui, bah je vous propose un petit exercice, un petit temps de encore un petit temps de méditation. Moi, j'adore la méditation. Pour moi, c'est la clé, de l'éveil de l'esprit, de l'éveil de cette essence. Et donc, je vous propose un temps de méditation pour très court, hein, 5 minutes, même pas. Mais simplement pour, intégrer un peu cette idée de l'observation de soi et de la connaissance de soi par la présence. Donc si vous voulez bien, je vous propose, un petit instant où on peut revenir en soi, fermer les yeux si on le souhaite, on peut les garder ouverts comme on veut. Revenir dans la détente du corps, sentir comment je me sens, me ressentir de l'intérieur, physiquement. Est-ce que je suis plutôt tendu? Est-ce que je suis plutôt détendu? Si j'ai envie, je peux même me détendre un peu plus, toujours possible. Comment est-ce que je me sens émotionnellement? Je me sens ouvert. Est-ce que je sens de l'amour, des beaux sentiments ou plutôt des choses un peu plus négatives? Simplement prendre le constat de ce qui est là, sans juger, simplement observer la vérité de ce qui est là. Et je peux encore observer si l'une ou l'autre pensée passe dans ma tête. Peut-être même que je m'y attache, peut-être même que je l'entretiens, cette pensée, que je la cultive ou pas. Simplement, une pensée passe, je la laisse passer. Peut-être qu'il y a un espace de calme, de présence, d'ouverture, d'accueil de ce qui est. Et alors je peux commencer à sentir les qualités de l'observateur qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui ne s'attache pas, qui ne rejette pas. Et dans cet accueil qui est même, on pourrait dire, chaleureux, il n'est pas froid non plus, simplement il voit ce qui est, il accepte tout ce qui est, comme c'est, et il se nourrit de cette observation, de ce contact avec la vérité de ce qui est en moi. Et alors, avec le temps, peut-être un peu de calme, un peu de sérénité peut émerger, un espace entre deux pensées peut se faire, un espace de silence, un espace de présence, de conscience attentive du présent, dans lequel une autre qualité peut naître encore, de la force. Dans ce vide, dans cette vacuité, dans ce calme, dans ce silence, peut naître quelque chose de supérieur, qui fuit l'agitation, mais qui est appelé lorsque le silence se fait, lorsque la conscience est éveillée à elle-même. Simplement, naturellement, la force vient,
la force de la présence, la force de l'esprit peut se manifester naturellement, sans rien attendre, sans rien vouloir, sans rien s'attacher, simplement en ayant les qualités de l'observation, d'être présent. Et on peut s'imprégner de cette force, de cet amour, de cette joie, de cette sagesse intérieure. Et la ramener dans notre présent, dans notre environnement, en ouvrant les yeux si on le souhaite, quand on le souhaite, en retrouvant cette réalité matérielle qui nous environne, avec joie et enthousiasme. Je vais continuer la suite. Donc ce que je voulais vous partager là, c'est l'exercice le plus fondamental, le plus important pour moi, le plus essentiel, pour accéder à la vérité, pour accéder à la connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance des mondes. C'est la méditation, bien sûr. La méditation qui éveille cette présence, qui éveille cet observateur, qui éveille cette qualité de la vérité en soi. Et donc, vous voyez, excusez-moi, je suis encore un peu enrhumé. Une, une autre qualité, un fruit qui naît de cette observation de soi, de cette présence à soi, de cette vérité, c'est la liberté. Je deviens libre intérieurement de qui je suis et qui je veux devenir. Vous voyez, qui je veux devenir, c'est mon destin, en quelque sorte. Et je pense qu'on est tous, sans exception, le seul et unique créateur de notre destin à venir. Et c'est pas quelque chose d'ésotérique à comprendre, c'est très simple. Je deviens celui que je décide parce que je fais, parce que je décide de cultiver comme pensée, parce que je décide de manifester dans le monde, à travers mes paroles, à travers mes actes, à travers les pensées que j'entretiens. Ça crée mon devenir immanquablement. Vous voulez connaître votre devenir, pas besoin d'aller chez la cartomancienne. Regardez comment vous pensez, comment vous agissez, comment vous parlez au quotidien. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est une science exacte. Et donc, quand je suis dans l'observateur, dans l'observation de soi, je commence à avoir cette distance entre ce que j'observe de moi et comment j'agis. Je deviens libre, en fait, d'agir d'une certaine manière. Je deviens libre de penser d'une autre façon que ce que m'imposent mes conditionnements, que ce que m'impose mon éducation, que ce que m'impose la société, que ce que m'impose ma façon héréditaire de penser, que ce que m'impose mes traits instinctifs, mon avidité, que ce que m'impose, peu importe, quelque chose qui n'est pas moi. Je commence à devenir libre de choisir qui je veux devenir. Vous voyez, à un moment donné, on peut contacter, en tout cas si on le souhaite, si on prend ce chemin, son essence spirituelle. Et quand je contacte ça, ne serait-ce que dans une méditation, ne serait-ce que simplement peut-être on l'a contacté à travers la compréhension que ça existe. Si j'ai compris ça, si j'ai fait cette information mienne, si je suis vraiment dans l'écho de ça et que je sais que j'ai une essence, alors je peux décider de me mettre en chemin vers elle. Et me mettre en chemin vers elle, c'est adopter ses qualités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler plus profondément dans le deuxième thème, mais c'est commencer à agir d'une manière qui est déjà en résonance avec sa manière d'agir à cette essence, et pas ce qui viendrait spontanément. La spontanéité, c'est comment je suis conditionné. En réalité, c'est pas ma liberté. Ma liberté, elle est de choisir, elle est d'être mon essence véritable. C'est ça ma liberté. Mais tant que je pense que ce qui agit spontanément en moi, et tant que je pense que c'est ça ma liberté, de suivre ce mouvement-là,
Eh ben, il me manque beaucoup pour acquérir la réelle liberté de l'être spirituel que je suis. Donc, vous voyez, en soi, on peut observer l'égocentrisme et en même temps l'altruisme. On peut observer l'archétype du sage, l'archétype de l'enfant, quelqu'un d'un peu plus idiot ou d'un peu moins intellectuel, et pourtant quelqu'un en soi qui aime penser, qui aime raisonner. On peut observer la faiblesse en soi, on peut observer le courage, on peut observer ma générosité, sa générosité et aussi son avidité, son avarice même, qui ne veut pas donner. Ça existe tout ça en soi. Ce qui est important, c'est d'observer soi, cette richesse qui existe en soi, les opposer parfois, et de décider qui est-ce que je veux devenir là-dedans, qui est-ce que je veux être. C'est ça la clé de l'évolution. Qui est-ce que je veux devenir librement? Et ce librement ne peut se révéler que si je m'observe, que si je prends de la distance avec ce qui s'agite en moi, avec ce qui... Ah, ça me met en veille. Avec ce qui... Pardon, je débranche l'ordinateur. Qu'avec ce qui... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais je ne peux devenir libre que si je prends de la distance avec ce qui agit de manière instinctive en moi. Ce qui est instinctif, c'est ce qui s'impose à moi. La proposition, c'est de prendre une distance et d'observer ce qui s'impose pour choisir. Oui, je veux choisir cette direction. Oui, je veux être généreux parce que mon éducation l'a choisi, mais alors je vais le faire consciemment. Je vais introduire une autre qualité, je vais introduire la vérité, le choix de cheminer vers cette essence. Ou alors, non, cette fois-ci, j'ai pas envie d'être généreux. Peu importe, je suis libre. C'est ça qui compte. Est-ce que c'est clair pour cette première partie? La première partie qui nous met en contact avec la vérité et qui naît de la présence, de l'observation de soi. Super, un pouce. On continue. Donc, nous avons étudié le premier ingrédient essentiel pour nourrir notre âme, ce contact avec la vérité, avec la connaissance directe. Est-ce que vous avez une idée de quel peut être le deuxième élément? Je vous laisse partager dans le chat. C'est quelque chose de beaucoup plus populaire, de quelque chose de beaucoup plus évident, le deuxième élément qui pourrait nourrir notre âme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous stimule un peu parce qu'il est tard. Peut-être qu'on a une journée entière de travail, alors je vous propose de réfléchir et de partager ça dans le chat. Est-ce que vous avez des idées sur le deuxième élément qui nourrit notre âme, en partant de cette idée que le premier, c'est la vérité? Quelle serait cette deuxième grande qualité, ce deuxième principe? L'amour. Ah, je ne suivais pas le il y a plein de messages que je n'ai pas vus, je suis désolé, j'ai été bloqué en haut. Eh bien oui, réalisation, pardon. Alors pardon, on peut le mettre en lien aussi avec l'amour quand même. Mettre en pratique, effectivement, mettre en pratique, ça arrive, ça arrive. C'est en lien avec un troisième principe encore, la réalisation, pareil, je le mets en lien avec un troisième principe qu'on va étudier après. Et donc, l'amour, oui, c'est ce que je voulais vous emmener, c'est ce sujet de la bonté. Je l'appelle aussi la bonté. Et donc, par l'observation de vous, vous avez certainement découvert que vous n'êtes pas encore quelqu'un qui incarne parfaitement la bonté. Et si vous croyez le contraire, c'est que vous êtes encore dans l'image de vous. Et si par contre vous avez découvert cette réalité de qui vous êtes, vous avez découvert cette aspiration aussi. Vous n'êtes pas la bonté, mais vous avez l'aspiration authentique à l'amour. Ça existe en vous, ça existe en chacun de nous. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous seriez en train de faire la guerre, vous seriez en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Ça, cet amour, c'est l'appel de notre essence qu'on peut ressentir. Alors d'après vous, comment est-ce qu'on peut cheminer vers cet amour, vers cette bonté, alors qu'on a constaté qu'on en était assez loin, des fois? Et vaut mieux le constater, sinon on est dans le mensonge et on se fourvoie. Donc quand on a constaté ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, comme pour la vérité, on met tout de suite en pratique, on introduit cet élément de vérité à travers l'observation de soi.
Exactement. Merci Carole, c'est exactement ça. L'amour, ça naît par une pratique aussi. C'est commencer par donner de l'amour, par manifester de l'amour, par avoir des attitudes, des actes. Bon, ça ne se rêve pas, ça ne s'invente pas, ça ne se pense pas, ça ne se ressent pas. Tant que c'est bloqué, tant que je suis bloqué, bah, je peux rien faire. J'ai une seule chose à faire. C'est à commencer à manifester l'amour, à devenir bon. Soit être bon va appeler ce grand esprit. On peut parler comme ça aussi, ce grand esprit, cette grande vertu de l'amour à se manifester à travers moi. Même si au début elle n'est pas là, même si au début apparemment on peut en faire un exercice, quelque chose d'apparemment artificiel, parce que je ne le ressens pas émotionnellement, en fait je vais appeler cet esprit à entrer en résonance et à vivre à travers moi et à se manifester dans mes attitudes. Et je, euh, je dis artificiel, on va y venir juste après. C'est très intéressant de justement de voir qu'est-ce qui est artificiel. Est-ce que c'est le fait de se comporter avec bonté, même si c'est un exercice, même si j'ai pas envie d'être bon et que je décide quand même d'être bon dans mes attitudes? Ou est-ce qu'être artificiel, c'est manifester son arrogance, sa méchanceté? Ça dépend de quel point de vue on se place, en fait, vous voyez? Soit on se place du point de vue de l'essence, soit on se place du point de vue de l'image de soi qui est envahie des traits instinctifs. Ça dépend de quoi on parle, de quelle authenticité on parle. Et en principe, les gens qui nous disent ça, ils sont en contact avec leur personnalité, si belle soit-elle, si bien formée soit-elle, ce n'est pas l'essence. L'essence, c'est ce qui est authentique en elle, c'est l'amour. Euh, et donc, ce qui est intéressant avec l'amour, et là on peut le ressentir tout de suite, là oui, on peut être en contact avec cette vérité que il se manifeste quand j'agis avec bonté. C'est par exemple lorsque je fais un acte bon. Je vais aider quelqu'un, je vais faire un acte généreux librement. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui m'est imposé par mon conditionnement que je vais faire un peu à contre-cœur. Et puis en fait, j'ai pas envie d'être bon, mais je le fais parce que la société le veut, parce que les conventions le veulent. Non, non, je décide d'être bon parce que j'ai reconnu là l'appel de mon essence à être bon. Alors, je vais faire un cadeau à quelqu'un, je vais faire un acte bon, je vais dire une belle parole ou je vais simplement sourire aux gens que je rencontre dans la rue, leur faire ce cadeau de leur sourire. À des gens, bien sûr, qui sont ouverts à ça, hein. Je ne vais pas sourire bêtement à tout le monde s'ils n'ont pas envie, s'ils ont envie d'être dans leur monde. Mais je vais faire ce sourire à un SDF, par exemple, qui a besoin d'aide, qui a besoin de se sentir en lien, qui a besoin de soutien. Je lui fais un cadeau. Mais peut-être je peux lui faire un vrai cadeau, quelque chose qui me coûte un peu. Et vous allez faire un effort, en fait. Dès que je vais faire un effort, je vais donner quelque chose de moi à l'autre. Et alors, on va ressentir les effets de l'amour. Je pense que tout le monde a connu ça. On ressent un contentement intérieur. Ce contentement intérieur, ce petit moment de contentement intérieur, des fois, il est très fugace. Mais en réalité, c'est un grand moment de contact avec notre essence, de contact avec l'amour. C'est la preuve même que lorsque j'agis avec bonté, par une décision consciente, une décision volontaire, je suis en lien avec l'amour. Vous voyez? C'est très concret. Je le sens, cet amour agir, et je suis payé immédiatement de mon acte bon en ressentant cet amour, qui se manifeste par du contentement intérieur, peut-être dans un premier temps. Mais si j'en prends conscience, si je cultive ces moments de contentement intérieur, si c'est des moments que je commence à chérir, à prendre conscience de ce qui vit en moi, quand j'ai fini n'importe quelle action, d'ailleurs, hein, vous pouvez voir que vous rangez votre pile de bois, ça est là. Parce que vous avez créé quelque chose de beau, vous avez fait un acte bon pour vous-même ou pour votre famille ou pour quelqu'un. Si vous prenez conscience de ce qui habite en vous à cet instant-là, c'est l'essence qui vous parle à travers ce contentement intérieur. C'est l'amour déjà maintenant. Donc, ce que je veux aussi insister, c'est que l'amour, c'est forcément le fruit d'une décision consciente. Ça ne marche pas si c'est imposé d'être bon, si ça m'est imposé par un dictat extérieur à moi, si c'est parce que je l'ai lu, si c'est parce que je l'ai entendu et que je ne l'ai pas fait mien, que je n'ai pas soit compris, mais
à quelque niveau que soit la compréhension, si je n'ai pas compris que je suis fait de cet amour, que j'aspire vers ça, que j'avance vers ça, je ne peux pas agir avec bonté réellement. Je n'agis que par un conditionnement qui m'est imposé et ça, c'est pas la bonté. L'amour, elle est libre, il est libre. Il n'agit pas sous l'influence de quelque chose. Donc il s'agit de devenir libre, de cultiver cet élément de vérité en premier lieu, qui qui amène cette, conscience de soi qui permet de choisir qui je veux être. Choisir la bonté plutôt que la méchanceté. Alors je choisis la bonté et la bonté se manifeste. Mais ça ne peut pas se faire si je ne l'ai pas choisi consciemment à partir de cet élément de vérité en soi, cet élément de conscience, de volonté. C'est une volonté, c'est un chemin conscient. Ça ne marche pas si je le fais parce que j'ai été, parce qu'on m'a dit: «Fais-le», parce que j'ai été éduqué comme ça. Intérieurement, dans mon âme, on m'a forcé, on m'a dit: «Sois bon», mais je ne suis pas encore, ça et pourtant je le fais. Il y a une violence dans mon âme, vous voyez? L'éducation elle est violente, elle dit: «Sois comme ci, sois comme ça» et heureusement, il faut bien qu'on pose des cadres, mais à un moment donné, il faut se libérer de cette éducation quand on est adulte et ça peut se faire que par le contact avec son essence. Je bois un peu. Donc celui qui décide d'être bon et qui dans une, situation extérieure est confronté à quelque chose de tout à fait, confrontant et qui plutôt le met dans ses retranchements et qui va le mettre de mauvaise humeur, par exemple, hein, simplement, qui va le mettre en colère, qui va le rendre très triste ou qui va lui faire peur. Quand même, il peut se rappeler qu'à un moment donné dans sa vie, il a décidé de cheminer vers cette essence. Alors, il s'agit d'être loyal à cette décision. Il s'agit d'être loyal à ce que j'ai reconnu comme essentiel. C'est le chemin vers la vérité de qui je suis. Et donc c'est ça être authentique pour moi. Être authentique, c'est pas, suivre, ce que je ressens immédiatement, c'est pas suivre ce que je pense immédiatement, c'est suivre le fruit de ma méditation, le fruit de ce que j'ai contacté peut-être un jour comme grand sentiment d'amour que je suis. Mais pas dans l'instant. Dans l'instant, je suis en contact avec la colère. Et c'est pas ça être authentique, de suivre cette colère. Ça, c'est l'authenticité de ma personnalité. Mais l'authenticité de mon essence, elle a, elle a, elle a rien à voir avec cette personnalité. Elle a d'autres décisions, elle a d'autres choix dans la vie. C'est ça être authentique pour moi. Je vais vous donner un exemple. Je suis parti il y a quelques semaines en Corse avec mon ami. On partageait beaucoup de proximité, on était, à moitié en couple, à moitié non. On était dans un début de relation, voilà, pour partager un peu de mon intimité et on voyageait beaucoup en voiture, on dormait dans la voiture, donc il y avait beaucoup de proximité pendant une dizaine de jours. C'était très intense et ce qui est intéressant dans cette relation, c'est que ça nous a montré l'un comme l'autre, plein d'endroits où on était agacés par, ce que faisait l'autre, par, la manière d'agir de l'autre, par la manière de penser même, la manière de ressentir. Comment était l'autre? On était agacés, l'un l'autre, c'était comme ça, souvent comme ça et alors, moi j'étais confronté donc à 2 choix. Je voyais cet agacement en moi. Le premier choix, c'est je suis ça. Je me ferme, je lui fais la gueule. Je pense que comment elle pense, comment elle agit, c'est n'importe quoi et moi j'ai raison, moi je sais comment on devrait faire là, je sais comment elle devrait être surtout. C'est ça, hein. Je pense que je sais comment elle devrait être, qu'elle devrait être différente de comment elle est. Je suis un con quoi, je suis supérieur à elle, je me prends pour supérieur à elle et je veux la changer, je lui fais violence énorme là, hein. Je ne l'aime pas et je la rejette comme elle est. Première solution, je suis mon mouvement d'agacement et je le manifeste et je conduis en me fermant. Ou alors la deuxième solution, je vois cet agacement en moi, je suis authentique avec moi, je suis sincère, je regarde, j'observe ce qui vit en moi. Je ne le rejette pas, je ne le refoule pas et il y a aucun risque de refouler si je suis en contact avec ce qui est là vivant. Mais par contre, ce que je décide de manifester, et c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'est une attitude la plus chaleureuse, la plus ouverte possible, en conservant le sourire extérieur, en conservant une attitude ouverte, amicale, en étant fidèle à ce que j'ai reconnu être la bonté qui vit en moi
et je chemine vers ça. Je n'en suis pas là, c'est la réalité, mais par contre, je sais que je suis ça aussi. Cette bonté existe en moi. Quelque chose en moi est capable d'accueillir l'autre inconditionnellement. Et ça, c'est pas une théorie. Ça existe en moi, mais je n'en suis pas là. Alors, il faut décider de faire le chemin. Et ce chemin, bah, il passe par quelque chose qui apparemment n'est pas sincère, qui apparemment pourrait paraître non authentique, mais c'est la non-authenticité de la personnalité. L'authenticité de l'essence, elle a pris cette décision et j'essaye de contacter cette essence, de me rappeler que je suis bon et que j'ai décidé d'être bon et que j'ai décidé de cheminer vers ça. Voilà ce que c'est pour moi un élément extrêmement important du chemin spirituel. De se rappeler que je suis l'amour, je suis la bonté et lorsque je suis pas en contact avec ça, eh bien, je mets en place des attitudes extérieures qui sont le fruit de ma compréhension, qui sont le fruit de ma réflexion et qui sont le fruit d'une volonté. Pas quelque chose qui s'impose à moi. Non, non, je suis conscient. Je me rappelle à ma présence. La première chose dans une situation comme ça, pour moi, c'est je reviens en moi, je respire, je prends conscience de moi et je me rappelle, du coup, naturellement, je me rappelle à ce qui est bon, à ce qui est beau, à ce qui est vrai. Je me rappelle à ce qui habite en moi, de plus grand. Et alors, malgré mon agacement du moment, bah, je décide d'agir au mieux, hein, bien sûr, au mieux, avec le plus de chaleur. Mon amie qui est très sensible, elle sentait qu'émotionnellement j'étais fermé, mais je décide quand même d'être bienveillant au mieux de ce que je peux pour vivre dans ce monde de bonté qu'on aspire tous. Voilà, un peu l'exemple que je voulais vous partager. Et donc, ce deuxième exemple, cette deuxième attitude, elle nous met en contact avec ce que j'appelle le véritable travail sur soi. Je suis à un niveau A, un niveau plutôt médiocre, hein, où je vois tout mon agacement, toutes les choses que je refuse de l'autre, que je refuse d'accepter comment il est, comment je pense qu'il devrait être. Je vois ça. Et pourtant, je décide d'aller à un niveau supérieur. Je décide d'évoluer. Et c'est ça le chemin de l'évolution. Je décide de devenir meilleur que ce que je suis, que ce que j'observe. Je ne reste pas avec ce que j'observe. Je l'observe, je l'accueille, je l'inclus, mais je chemine vers quelque chose de plus grand que moi à l'instant T. Est-ce que c'est clair ça? Alors, comment faire en sorte que ça ne soit pas hypocrite? La ligne est floue pour moi. Ça ne naît Cette sincérité, ça ne naît que d'une réflexion préalable. C'est un moment dans ta vie où tu t'es dit: «Je vais méditer sur ce principe de la bonté, je vais méditer sur qui je suis, je vais réfléchir vraiment, je vais comprendre que je suis cet amour et si je peux, j'entre dans un instant, de ma vie, je me rappelle d'un instant de la vie où j'ai été cet amour, où j'ai été cette bonté non excluante». L'amour, c'est non excluant par définition. Je me rappelle de ça et alors, je sais que c'est moi. Si j'ai eu la chance de vivre une expérience comme ça, je sais que je suis ça. C'est beaucoup plus réel que mon quotidien où je suis un peu, bof, pas au meilleur niveau de moi-même. À un moment donné, quand je suis au meilleur niveau de moi-même, je sais que je suis réel à cet endroit-là. Je sais que c'est mon être véritable qui se manifeste. Et donc ça, il s'agit de méditer ça, de prendre conscience, que ça soit intellectuellement, mais aussi peut-être de le ressentir, c'est encore mieux, mais déjà intellectuellement de comprendre que je suis ça et de décider de le mettre à l'intérieur, de le mettre à l'extérieur en action. Et même si on alors, pour répondre dans les commentaires, même si on le sent pas encore à l'intérieur, c'est bien le problème, c'est que je le sens pas en général. Je suis en contact avec ma colère, je suis en contact avec ma frustration, je suis en contact avec mon agacement, qui croit que l'autre devrait être différent. C'est quand même fou ça. Je le sens pas intérieurement, je suis en contact avec d'autres émotions. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision de cheminer vers l'essence que je suis. Et alors je décide de ne pas m'arrêter à cette personnalité, à cette image de soi qui pense qu'elle a raison, qui pense qu'elle est supérieure à l'autre, des bêtises quoi, et qui veut changer l'autre. Non, non, je peux me remettre en résonance avec cette essence, et l'essence, elle accueille tout. Elle est tout incluante. L'amour est tout incluant. Il n'y a rien qui n'est rejeté. Et je suis ça. Il s'agit de se rappeler qui je suis. On appelle ça aussi le rappel de soi. Dans cet instant-là, il s'agit de se rappeler soi-même, de revenir à la conscience, à la présence. Tout commence par là. Comment on fait si l'autre n'est pas dans la même démarche? Ah bah alors là, ça n'a aucune importance que l'autre soit dans n'importe quelle démarche. On s'en fiche. Il s'agit de soi, de faire le travail
peu importe les situations, qu'elles soient agréables, désagréables, peu m'importe. Il s'agit justement de quitter cette influençabilité, de toujours réagir en fonction des autres, de la situation, et c'est ça qui fait mon humeur et mes attitudes. Il s'agit de prendre un peu de distance face à ça. Ça, c'est le contact avec l'image, avec la personnalité. Il s'agit de revenir à soi, à la présence, par l'observation de soi, un peu de calme. Peut-être qu'on peut s'extraire de la situation. C'est ça le conseil à donner. On s'extrait un peu de la situation conflictuelle pendant quelques minutes, quelques instants, si on peut. Si on est au travail, on peut aller faire un tour au WC, par exemple. On revient à soi, on s'observe dans la présence, dans la conscience. Et là, comme dans la méditation de tout à l'heure, un peu d'espace peut se faire, la force vient. Peut-être que quelque chose de supérieur peut se manifester et déjà la force de dépasser ce conflit peut revenir. Et oui, une des clés, c'est de voir l'autre comme un être divin tel qu'il est. Ça peut être un très bon rappel. Même si l'autre m'agace, eh bien, je décide intellectuellement dans un premier temps de voir l'autre comme un exercice. Je vois l'autre, bah oui, c'est un être divin. Il est là devant moi, c'est mon destin, c'est mon karma. Qu'est-ce que j'en fais? Je suis libre de créer mon futur, je peux me rappeler de ça, et mon futur dépend de comment j'agis, comment je pense, quelle pensée je décide de cultiver. C'est pas une pensée qui passe et que je laisse passer qui crée mon destin, c'est les pensées que je décide de cultiver. Et comment je parle à l'autre, quelles attitudes j'ai et je cultive. Ça crée mon destin. Je voudrais avancer un petit peu parce que je vois il est déjà 21h30 et j'aimerais arriver jusqu'au bout avec vous, mais la 3e partie est plus courte pour moi. Donc c'est intéressant pour moi, c'est très important de comprendre ça, c'est ça qui nous fait avancer de manière réelle sur le chemin de l'évolution pour moi. C'est mon point de vue. Donc voilà, je voudrais conclure cette partie sur, cette phrase des Amérindiens qui résume très, très bien cette idée de la bonté. Les Amérindiens, disent une sentence qui m'a toujours touché, qui dit: «Marche ta prière, marche ta prière» et je trouve ça très grand. Il y a l'aspect à la fois l'aspect vertical, la prière, et aussi l'aspect de vérité et marche ta prière, mets en action, manifeste ça. Sois sois l'exemple de ce que tu veux vivre. Tu pries pour l'amour dans le monde, tu pries pour l'amour dans ta vie peut-être, peu importe. Ou peut-être que ta prière, c'est simplement un contact, c'est pas une demande, c'est simplement un lien intime avec le monde supérieur. Eh bien ça, manifeste-le dans tes actions. Ce monde supérieur, tout le monde a quand même l'idée que c'est fait d'amour. Marche ta prière, fais des actions bonnes. Pense, cultive des bonnes pensées envers les autres qui t'agacent. Décide de changer ton mécanisme qui t'est imposé depuis l'enfance par tes conditionnements, par tes traits du caractère. Décide consciemment, volontairement d'évoluer. Évoluer, c'est partir du point A et arriver à un niveau supérieur. C'est pas automatique. Ça se passe pas comme ça. L'évolution, ça se passe par une prise de conscience et par un choix conscient, volontaire, libre. Je suis libre. Je n'évolue pas si je suis conditionné, si je suis poussé par la société ou par quelqu'un d'autre. L'évolution, c'est la liberté. Chacun décide pour lui-même dans quelle direction il veut aller. Donc voilà, pour moi, ce qui conclut très très bien cette deuxième partie, c'est marche ta prière. Et c'est pour moi l'indication d'une vraie spiritualité authentique. C'est la clé. Marche ta prière. Voilà. Que ta prière soit manifestée par tes actions quotidiennes. Alors, je regarde un peu le chat. On a fini la deuxième partie. Et la troisième est assez courte. C'est très beau ce qu'a écrit ça fait. L'autre est la projection de ce que je ne suis pas pour compléter notre expérience. C'est très beau. Et je vois en l'autre aussi la projection de ce que je suis et que je n'arrive pas à voir en moi. Et ce qui n'est pas beau en moi. En général, c'est ce que j'arrive pas à voir. C'est ce que je projette sur l'autre. Et le phénomène amoureux, c'est tout le contraire. C'est quand je projette sur l'autre ce que je suis de plus grand, de plus beau, mais je le projette sur l'autre.
Ok, l'effet miroir. Exactement, super. Donc, la troisième partie. Alors, on a compris que pour nourrir son âme, on doit prendre conscience de la réalité. La réalité, c'est un monde d'interrelations. Je suis relié à tout et tout est relié à qui je suis. La deuxième partie, et ça on le découvre par l'observation de soi. Ah bah merci Daniel, bonne soirée. Bonne soirée. Peut-être vous verrez le replay, la dernière partie, elle est intéressante aussi. Mais bon, bonne soirée, bonne nuit à vous. Euh, la, la première partie, c'est la reconnaissance de ce qui est, l'interrelation. Tout est lien, tout est en lien, et je suis une partie intégrante de ce tout. La deuxième partie, c'est la qualité des liens, l'amour, la qualité réelle de ce que je peux vivre au niveau spirituel, c'est l'amour. Si je ne suis pas dans l'amour, je suis à un niveau en dessous de ce niveau de mon être réel, qui qui est fait de bonté. Je suis la bonté, je suis la vérité, et je suis aussi un troisième élément dont on est en train de voir. Donc, quand on additionne ces deux premiers principes, la vérité, la bonté, en apparaît un troisième. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces trois principes contient les autres en eux, évidemment. Il ne peut pas y avoir de vérité sans bonté et sans le troisième. Le troisième élément, c'est un peu le lien, l'élément dynamique qui met cette vérité et cette bonté en mouvement et qui permet leur manifestation. Moi, je l'appelle un peu le fruit. C'est le fruit. Qu'est-ce que vous en pensez que peut être ce troisième élément? Est-ce que vous voulez partager dans le chat comme on a fait pour le deuxième? Est-ce que vous avez une idée après la vérité, après la bonté? Est-ce que vous avez une idée du troisième principe qui nourrit notre âme, dans notre essence, dans ce que notre âme a de plus grand? Vous voyez, je parlais au début que l'âme, elle est cet espace qui accueille. Elle décide soit d'être en lien avec les instincts corporels, soit en lien avec l'esprit. Elle est libre de choisir ce qui lui plaît, ce qui lui convient. La gratitude, ça c'est une pratique, c'est un élément de la bonté. C'est une manifestation de l'amour, la gratitude. Le troisième élément, donc je vois pas beaucoup de l'authenticité, c'est donc là aussi, moi je le mettrais en lien avec la vérité, la spontanéité aussi de notre essence qui est joyeuse, qui est bonne. Ça dépend quelle spontanéité toujours et quelle authenticité de quoi on parle. Et je le méritais mettre en lien avec la vérité. La mise en pratique. Oui, voilà, on arrive là. Ah oui, tout à l'heure, on parlait de la réalisation. Je vous disais que c'était effectivement en lien avec ça plus tard. Mise en pratique, réalisation, liberté, euh, alors, expérience. Et donc tout ça, moi je le regroupe en tout cas sous le terme de la beauté. La beauté, c'est le fruit, c'est la réalisation de cette bonté, de cette vérité, et on trouve la beauté. La beauté, on peut dire cette structure qui accueille, qui permet à cette vérité, à cette bonté de se manifester. Qu'est-ce que la beauté pour moi? Donc, il y a deux éléments dans la beauté. Et pour faire simple, euh, je vous propose de regarder un, bah, un être humain, tiens, pas j'allais dire un objet, mais en tout cas un être humain. Une belle femme, un bel homme. Je pense que voilà, ça va être un exemple qui va vous parler. Qu'est-ce qu'on considère comme étant beau? La première chose, la plus évidente, qu'est-ce que vous considérez quand vous voyez quelqu'un de beau, qui vous semble beau? Sans rentrer dans des choses trop compliquées, de manière immédiate, qu'est-ce que vous considérez comme beau? Les yeux, oui, d'accord. Mais l'aspect physique, c'est que la personne dégage, ce qu'il dégage. Voilà, ok. Ce que je voudrais vous partager, c'est c'est la chose la plus basique qu'on perçoit, c'est effectivement le physique.
et de manière un peu plus subtile, ce qu'elle dégage. Et c'est aussi la même chose, c'est aussi un de ses corps qu'on perçoit, son aura, on peut appeler ça, mais de manière plus subtile. Mais en tout cas, on va parler du corps physique qu'on peut vérifier de manière tangible. Un corps physique beau, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une structure qu'on perçoit. La beauté, c'est avant tout une structure. Je vous propose de regarder aussi une rose. C'est une structure tout à fait harmonieuse. C'est ça la beauté déjà. C'est la structure du visage, la structure des traits. Et donc, euh, le premier élément de la beauté, c'est la structure qui permet d'accueillir la bonté et la vérité. Pour qu'il y ait manifestation, il faut qu'il y ait structure. Il faut qu'il y ait un cadre dans lequel se manifestent les choses. Ça, c'est la beauté. Vous voyez, un tableau, une œuvre d'art, c'est éminemment structuré. Bon, aujourd'hui, on arrive à appeler de l'art des choses bizarres. Mais à la base, pour moi, de l'art, c'est une structure belle. Et pour revenir à notre premier exemple, parce qu'on le trouve d'une manière beaucoup plus subtile et beaucoup moins compréhensible peut-être dans un tableau, mais notre premier exemple, une humaine, un humain beau, une femme, un homme ou une rose, il n'y a pas que la structure. S'il y avait que la structure, vous allez vite comprendre que ça va vite pêcher. Si cet humain meurt, si cette rose est coupée, qu'est-ce qui se passe? La rose, elle commence à faner au bout de quelques heures. Au bout de quelques jours, c'est plus très beau. Et un être humain, c'est pareil. Si on ne maquille pas le cadavre, au bout de quelques heures, quelques jours et quelques mois, c'est vraiment plus beau du tout. Et donc, il y a deux éléments dans la beauté. Il y a la structure et il y a la vie. Il y a le mouvement, en fait, le mouvement des cellules à l'intérieur, le mouvement de la vie à un niveau subtil, mouvement qui est de l'agitation, mais simplement le mouvement de la vie. La beauté, c'est cette alliance des deux principes, la vie, le mouvement, son mouvement, la forme, et la forme. La vie dans la forme, la vie dans la structure. Ça, c'est la beauté pour moi. Donc, quand on arrive à mettre les choses en œuvre de manière vivante et structurée, c'est beau. En général, ça donne quelque chose de beau. Quand quelqu'un est beau, ah bah, plutôt il est vivant et, et il est structuré. Il émane une structure harmonieuse. Cette harmonie, c'est ce qu'on perçoit comme beau. Et bon, je disais, aujourd'hui, on perçoit des choses comme c'est vrai que je ne comprends pas certaines formes d'art, n'importe quelle structure que ça prenne. Je crois qu'on a enlevé la vie dedans. Je crois qu'on n'essaie plus de représenter le mouvement de la vie. On met une structure, ou des fois même on essaie de casser les structures, de faire des choses déstructurées. On peut penser à des musiques qui sont très violentes, très déstructurantes. Pour les cellules, on peut regarder ça. Je pense que vous trouverez ce type d'expérience. Si vous mettez du heavy metal ou des choses comme ça, ce que ça fait aux cellules, ça déstructure. Et on essaye aussi d'enlever la vie. Regardez, on peut faire des poupées gonflables, on peut faire des robots aujourd'hui qui sont beaux extérieurement, mais elle est où la vie? C'est pas la vraie beauté, ça. Donc voilà, la beauté, c'est cette alliance du mouvement subtil de la vie et de la structure qui accueille cela. C'est donc une forme de réalisation. Il y avait ce mot dans les commentaires, la réalisation. Ça me fait penser à ce qu'on dit en spiritualité. On parle dans beaucoup de spiritualité de l'éveil, de la libération et de la réalisation spirituelle. Et on peut le mettre en lien avec ces trois principes. L'éveil, l'éveil à la clarté, l'éveil à la connaissance, à la réalité, à la vérité. Je m'éveille à ce qui est là, je vois clair. L'éveil, c'est en lien avec la clarté, qui est la vérité, la clarté, la lumière. La libération de mes prisons intérieures, la libération de mes carcans, de mes conditionnements, de mon éducation. Alors, je deviens libre d'être qui je suis, d'être cet amour qui rayonne. Quand j'enlève toutes les choses, toutes les couches qui sont venues s'accumuler sur moi, naturellement, je suis l'amour. Mais ça ne peut pas se faire artificiellement. Il faut enlever ce qui est en trop, ce qui a été mis en moi. Et la réalisation, eh ben, c'est cette œuvre de beauté, c'est cette œuvre qui manifeste
l'amour, qui manifeste la vérité et qui lui donne un cadre, une structure, une force. Et c'est aussi la liberté, évidemment. Voilà. Donc voilà, sans vie, la structure, elle se sclérose, elle devient cassante, et ça n'a plus rien à voir avec quelque chose de beau. La beauté, c'est l'alliance des deux. Donc voilà, j'espère vous avoir intéressé, vous avoir apporté quelque chose de bon, de beau, de vrai à mon niveau, à ce que je pouvais vous transmettre de meilleur. Et donc en guise de bilan, je voudrais vous rappeler ces trois principes universels, donc de la bonté, qu'on peut mettre en lien avec le cœur, le centre émotionnel, de la beauté qu'on peut mettre en lien avec le centre physique qui manifeste les choses, et le centre intellectuel en lien avec le grand principe de la vérité, qui peut comprendre dans la clarté les choses. Et donc ces trois principes qui sont en lien avec les trois centres, on peut les mettre en lien aussi avec ce qu'on appelle les 5 qualités de l'esprit. Mais je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous partager une chose pour qu'on comprenne ces 5 qualités dont je vais vous parler, qui sont les 5 constituantes de notre esprit, qui sont les 5, qui est la substance même de notre esprit, qui sont 5 qualités. La beauté, c'est encore un autre aspect. Je vous ai parlé du mouvement de la vie et je vous ai parlé de la structure, de l'ordre. L'ordre, l'harmonie, la structure, ça fait naître une qualité humaine en soi qui ressemble au calme. Quand vous entrez dans une pièce ordonnée, quand vous regardez un beau jardin, quelque chose de beau, ça fait naître normalement, si vous êtes attentif à vous, vous verrez que ça fait naître du calme, de la sérénité. Ça se pose en vous. Ça, c'est le premier élément de beauté qui agit sur vous. Et le deuxième élément de beauté, l'autre pôle de la beauté, ce mouvement de la vie, ce frétillement, ces cellules qui pétillent, qui, qui font que c'est vivant. Ça, c'est plus en contact avec la joie. Donc la beauté peut nous mettre en contact, et quand on s'émerveille devant une belle chose, waouh, là on peut être joyeux, quoi. Et donc on est entre cet équilibre dans la beauté, entre la sérénité et la joie. Donc ce que je vous propose en guise de conclusion, de bilan, c'est de voir comment est-ce qu'on peut cheminer vers cet esprit que l'on est à travers ces 5 qualités qui sont la clarté pour la vérité, pour le centre intellectuel, qui sont la joie. Non, on va prendre dans l'ordre le centre émotionnel, alors on va prendre l'amour, évidemment, et la compassion. L'amour pour ce qui est grand, ce qui est supérieur à moi, la compassion pour ce qui est limité, pour ce qui est inférieur, pour ce qui souffre. Et on va encore trouver la joie, évidemment, et la sérénité. Ce sont les 5 qualités, les 5 constituantes, on peut dire, de l'esprit que nous sommes. Ça nous permet d'avoir un contact un peu plus direct avec cet esprit, un chemin un peu plus clair que ces grands principes de bonté, de beauté, de vérité qui peuvent nous paraître un peu lointains au quotidien. Donc voilà, je vous souhaite une vie pleine de joie, pleine de sérénité, pleine d'amour, pleine de compassion, dans la clarté. Merci à vous, merci à Sacha qui a permis ce festival, merci à tous ceux qui ont œuvré aussi pour la technique. Et je remercie infiniment celui qui m'a transmis ses connaissances, Célie Maïsel. Voilà, si vous avez des questions, je peux peut-être prendre le temps d'y répondre. Merci pour votre présence. Et si vous voulez aussi, vous pouvez en savoir plus sur évolutionvivante.fr. C'est le site internet que j'ai créé. Il n'est pas vraiment à jour. Je vais vous l'écrire dans le chat. Mais au moins, quand même, il donne une idée de ce qui... Et non, j'ai été trop vexé. Vivant.fr. Voilà. Vous pouvez y trouver même un petit bonus en s'abonnant à une liste de mails qu'on reçoit 10 astuces par jour pendant 10 jours pour cheminer vers le bonheur, vers la nourriture de son âme. Voilà, vous y trouverez des informations complémentaires.
Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir les micros, peut-être lever la main, une personne lève la main et puis on donne la parole ou un partage, quelque chose qui vous a touché, marqué, quelque chose qui est bon, qui est beau, qui est vrai pour vous ou quelque chose que vous avez envie d'approfondir et bonne soirée à toutes celles et tous ceux qui nous quittent. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. C'était très précieux. Merci. Pas de questions? Je suis encore en forme, hein, j'ai de l'énergie. Alors j'aurais joie à y répondre. Eh bien merci, merci Carole. Merci Carole. En joie d'approfondir si ça dit à quelques-uns. Vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, Kéa Gardil, mon prénom. Mon prénom est Kéa, je vais l'écrire aussi parce que c'est pas forcément évident. Kéa Gardil, hop là, voilà. Bah, écoutez, très bonne soirée à tous ceux qui partent et puis, voilà, je suis encore là s'il y a des questions, des partages, des témoignages. OK, Manuela, je prends note du groupe WhatsApp. Je sais pas de quel groupe il s'agit, mais pourquoi pas? Alors, une question de Carole. Hormis la méditation, avez-vous une pratique que vous conseillez d'instaurer tous les jours? Effectivement, je pense qu'il y a 3 aspects, toujours en lien avec ces 3 principes universels, qu'on peut cultiver au quotidien. Bien veiller à nourrir notre centre intellectuel, veiller à nourrir notre centre émotionnel, veiller à nourrir notre centre physique. Ce qui est important pour moi, c'est de constamment me rappeler à la dimension supérieure de la vie, au sens spirituel profond qui se cache derrière la vie quotidienne, des fois qui est un peu compliquée, ou qui est plus facile, peu importe, parce que même quand elle est facile, des fois on s'endort dedans. Se rappeler à ce qui est plus grand tous les jours par une forme d'étude, par une forme d'approfondissement des connaissances, que ce soit la lecture de textes de sagesse, que ce soit l'écoute d'entretien, que ça soit n'importe quelle forme d'enseignement spirituel authentique qui nourrisse votre âme. Ça aussi, c'est l'élément de vérité, l'élément de connaissance qui va vous nourrir. La deuxième chose, c'est la pratique. La pratique d'agir avec des attitudes bienveillantes. Alors ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se décider et qui peut devenir une sadhana, de décider d'agir avec bienveillance avec chacun, d'agir avec générosité, d'être quelqu'un de doux dans ses paroles, doux dans ses gestes, courtois, accueillant, qui partage tout ce qu'il a, sans discrimination, d'être quelqu'un de bon, quoi, quelqu'un de bienveillant. Et ça, c'est une pratique qui va porter des fruits, c'est sûr, et qui va surtout déjà concrètement, de manière très égoïste, qui va créer votre avenir, votre destin de manière la plus favorable possible, hein. Ça, c'est clair. Et enfin, la troisième pratique, bah, l'étude, les attitudes nobles et la méditation. Devenir serein, se poser en soi, cesser l'agitation, pendant quelques instants en tout cas, hein. On peut méditer pendant quelques minutes, puis un peu plus pendant 20 minutes, peut-être une fois par jour. Et l'idéal, c'est 2 fois par jour, 20 minutes. C'est sûr que ça, on introduit un rythme aussi. Ça fait partie de la beauté, le rythme, hein. On introduit un rythme. Tous les jours, je médite un peu. Voilà, des pratiques essentielles et que chacun peut pratiquer à sa manière. Travail de tous les jours, ça c'est sûr, c'est un travail de tous les jours. Mais merci Manuela pour le groupe. J'irai voir, avec grand plaisir. Ben, merci Carole pour ton retour. En tout cas, pour ceux qui sont encore là, je vous propose de prendre conscience de l'état, peut-être de vous rappeler dans quel état vous êtes arrivé et de voir maintenant l'état qui vous habite.
que ce soit intellectuellement, émotionnellement, physiquement, de commencer cette pratique de l'observation de vous. Regardez comment vous êtes là maintenant et quel effet a eu sur vous ces paroles, ce moment d'entretien ensemble. Voilà ce que je vous propose. Très bonne soirée en tout cas. Je vais vous laisser s'il n'y a pas plus de questions ou de partage. Stressé en arrivant après la journée et apaisé maintenant. Super, 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 ça c'est génial. Ça c'est un beau cadeau, merci. Du coup, je me dis que j'ai été utile et que ça a du sens. Merci beaucoup. Et merci pour les cœurs qui passent aussi. Merci Manuela. Ah bah ça c'est super Carole. Ouais. Merci Ludovic aussi. Super. Eh ben, bonne nuit à toi Valérie. Effet apaisant et recentrage. C'est génial. C'est génial. C'est ça le chemin de la vérité aussi. C'est prendre conscience de quel effet ont sur moi les choses, les autres, les situations et moi-même, mes propres paroles, mes propres pensées que je cultive. Regardez l'effet que ça a sur moi. Bien, bon, on a presque plus envie de se quitter, hein. Moi, je suis bien là aussi. Je suis très très bien, très très joyeux et heureux. Ouais, merci, merci beaucoup. Merci parce que ça me permet de vivre cet enseignement, de le transmettre et c'est ce que je connais de plus grand pour moi. Donc merci. Merci Carole. Bonne soirée. Allez, je vous laisse. Ciao. Merci beaucoup pour votre présence.